Donc on m'a demandé d'intervenir pour vous présenter un petit peu notre vision un petit peu par rapport à cette problématique de diminution des intrants. Donc je vais d'abord vous présenter ce que c'est que la compagnie fruitière. Bon, très rapidement, on a de la production, c'est le cœur de notre activité, c'est la banane. On fait à peu près 450 000 tonnes de production bananière. Donc, on emploie 17 000 personnes. On est également producteur d'ananas, un peu de mangue, un petit peu de cacao et on fait aussi quelques légumes donc, au Sénégal où nous avons un périmètre de serre pour la tomate cerise et puis on fait également du maïs doux. On est également transporteur, on a 8 bateaux qui transitent entre l'Afrique et l'Europe. On est mûrisseur, on a des mûrisseries en France, on a des mûrisseries en Angleterre, en Espagne, et on est vendeur, donc on n'est pas distributeur, mais on est vendeur, donc on vend de la banane en jaune ou on vend de la banane en vert. Voilà. On est également certifié ISO 14000, Global Gap, agriculture biologique pour les zones où on a développé l'agriculture biologique. Également, on a le label Fairtrade sur une partie de nos plantations, qui est le label équitable. Voilà, grosso modo. Ensuite, donc, je vais vous donner un petit peu notre vision des choses par rapport à la problématique énoncée. Donc, le marché européen et les enjeux. Donc, aujourd'hui, le marché européen est un marché très concurrentiel. Aujourd'hui, on a à peu près les 2 tiers du marché européen qui est approvisionné par donc l'Amérique latine, en bleu sur le diagramme. Le reste, c'est les Antilles françaises, et puis les Canaries. Et puis après, il y a l'Afrique, dont nous représentons une grande partie. Donc c'est un marché très concurrentiel avec une caractéristique, c'est qu'il est protégé. Donc on avait une taxe d'entrée pour les latinos de l'ordre de 160 euros la tonne et qui va décroître jusqu'à 75 euros la tonne. Et donc on va être soumis certainement à une concurrence de plus en plus forte au fil des années, et ça va certainement disparaître. Donc en plus on a des contraintes réglementaires qui sont de plus en plus sévères, comme dans beaucoup de cultures. Il y a des LMR, il y a des produits qui disparaissent des listes, et puis une clientèle qui est aussi de plus en plus exigeante. Donc dans ce contexte, de comment envisager la diminution des intrants et repenser les modes de production. Donc nous, voilà notre expérience. Donc en termes de contraintes agronomiques, nous, le problème majeur, c'est le problème parasitaire, donc tropical, qui est très contraignant. Donc il y a une maladie des feuilles qui s'appelle la cercosporiose noire, qui est un fléau mondial, sur lesquels on a très peu de solutions. Le parasitisme tellurique est aussi extrêmement virulent, donc avec des problématiques de racines avec les nématodes, de charançon avec les bulbes sur le bananier. Je vais parler essentiellement banane. Et ensuite, on a une nouvelle maladie qui arrive, qui est donc la Fusariose oxyporum RAS4, qui est en train d'exploser aux Philippines, en Chine, en Australie, et également au Mozambique. Donc là, il faut qu'on fasse très attention parce que c'est une maladie qui a décimé l'agro-Michel dans les années 1950 et qui peut faire la même chose avec la Cavendish aujourd'hui sur la banane. Donc là, il y a des travaux qui sont en cours. Et il faut surtout se protéger. Ensuite, donc, on a des problématiques de flore, adventice, difficile à maîtriser parce que dans les conditions tropicales, évidemment, c'est extrêmement favorable au développement, d'autant plus que nos plantations sont arrosées. Et puis ensuite, il y a les problématiques de fertilisation et d'irrigation, également complexes à maîtriser.
Alors comment on a répondu? Donc jusqu'à présent pour tout ça, moi ça fait une trentaine d'années que je travaille dans cette optique, c'est de réduire donc les interventions chimiques par des techniques d'avertissement qui ont été mises au point donc grâce aux scientifiques, hein, comme le CIRAD ou autres. L'assainissement donc des plantes, donc nous on est producteur de vitraux plants. Et donc, ce sont des plants qui sont sains, qu'on replante sur des jachères, qui ont été donc des sols sains qui ont été assainis grâce à des jachères. Et donc, ensuite, on a travaillé sur les moyens de traitement efficaces et contrôlés. Donc, sur les problématiques de cercosporiose, donc la feuille, qui est comme je l'ai dit, le problème numéro 1, les nématodes, les charançons, les adventices et bien sûr la nutrition minérale. Mais je vais simplement donner deux ou trois petits exemples de notre façon de procéder. Donc, par rapport à la cercosporiose, donc, la première des choses, ça a été de connaître le champignon. Donc avec ses différents stades, donc c'est un champignon sur lequel il faut avoir des moyens de traitement extrêmement rapides. C'est un peu comme le mildiou, hein, puisque en fonction des stades d'évolution, il peut y avoir coalescence et ensuite production de spores. Donc en parallèle de ça, donc dans toutes les plantations depuis 25 ans maintenant, on a mis en place des systèmes d'avertissement donc biologiques où on contrôle systématiquement donc les stades d'évolution sur des postes d'observation. Donc ça permet d'évaluer donc des seuils, des reprises de maladies, d'intervenir donc au bon moment. Ensuite, il faut que les produits bien sûr soient efficaces. Donc avec le CERCO, la problématique a été que toutes les familles de produits systémiques classiques se sont progressivement retrouvées en situation avec des résistances du champignon. Et donc progressivement, on s'est retrouvé à être obligé à ne traiter qu'avec des produits de contact. Ainsi de suite, voilà. Et puis bien sûr, ce qu'il faut, c'est assainir correctement les plantations. Assainir correctement les plantations. Donc on a des équipes pour l'assainissement mécanique de toutes les plantations, de façon à réduire les inoculums. Au niveau matériel végétal, il n'y a pas de solution pour l'instant, mais il faudra certainement qu'il y en ait un jour. Et puis, donc pour pouvoir développer des plantations dans un contexte biologique, il faut aller plutôt vers des climats secs. Mais ça pose d'autres problèmes. Ça a été la même chose au niveau des nématodes, dont on a les laboratoires pour mesurer donc les quantités de nématodes dans les racines. On pratique la jachère avec des plantes qui sont non hautes des nématodes, du bracharia ou du tithonia par exemple. Bon, les procédés sont les mêmes, hein, bien traités, abaisser l'inoculum, replanter avec du matériel sain, etc. Et avec ça, on a réduit les intrants de l'ordre de 200-300%, c'est-à-dire on est divisé par 3 dans le cas des nématicides. Et dans le cas des charançons, bon, ben là, on est allé encore un peu plus loin avec le biocontrôle, notamment tout ce qui est ferro-hormones, etc. Et on a pratiquement réduit à zéro donc les applications de produits chimiques. Voilà, c'était pour vous donner quelques exemples. Alors, quelles sont les questions qu'on se pose aujourd'hui? Donc, face aux contraintes réglementaires, donc il y a une baisse des LMR, une suppression régulière de molécules qui ne sont pas remplacées. Les alternatives sont plutôt coûteuses. Et face à la pression des clients, pareil, les exigences sont de plus en plus importantes. Et donc, on y répond par des certifications que j'ai évoquées tout à l'heure, qui sont des certifications ISO 14000, Global Gap, et ça répond, on va dire, partiellement, mais ce n'est pas suffisant. Donc les grands questionnements et les grandes orientations aujourd'hui que l'on pense être important de souligner, c'est que il faut repenser les modes de production tout en restant donc soutenable économiquement, bien sûr. Donc nous, on travaille beaucoup sur l'agriculture de précision aujourd'hui.
On a des programmes de recherche, notamment avec l'IRSTEA, sur la qualité des applications, la fiabilité, les taux de récupération, la fiabilité des interventions. Et ça permet d'avoir une meilleure efficacité au niveau des interventions et donc de réduire les quantités. Bien sûr, les systèmes d'information du futur, la modélisation, etc. Tout ce qui est algorithme d'optimisation, on a une grosse action aujourd'hui sur les systèmes d'information en interne qu'on développe de façon très, très importante. Ensuite, il faut développer les solutions de biocontrôle. Là, pour l'instant, c'est un peu chez nous le tout début. Bon, en dehors, bien sûr, des ferrohormones, des jachères, des vitroplans, etc., qui ont été mis en place. Et puis enfin, il faut trouver des solutions de désherbage alternatives. Et là, il y a un travail qui est déjà engagé par le CIRAD. Et on va certainement se lancer sur des programmes d'expérimentation très, très poussés. Enfin, on est convaincu qu'il faut développer l'agriculture biologique. Mais ça génère des coûts de production qui sont de l'ordre du double aujourd'hui par rapport à la situation présente. Et donc, pour trouver des endroits ou des zones qui sont propices à l'agriculture biologique, évidemment, il faut souvent aller beaucoup plus loin que là où nous sommes. Et donc, il y a des problèmes de transport et de surcoût qui viennent se rajouter. Donc, pour l'instant, ces programmes biologiques ont été développés au Ghana, en Côte d'Ivoire, à petite échelle. Donc, les prix de vente absorbent les surcoûts, mais jusqu'à quand? Et enfin, quelle sera la durabilité? Tout ça est quand même relativement récent. Quelle sera la durabilité du système actuel conventionnel, des systèmes bio? Est-ce que les rendements vont rester stables? Quels sont les impacts environnementaux de nos systèmes? Quelles seront les rotations nécessaires? Est-ce qu'il faudra faire de la rotation culturelle, de l'association de cultures? Quels sont les autres moyens de protection ou de contrôle par rapport aux ravageurs? Voilà notre vision des choses.